Alors, le bien-être par les plus belles histoires d'amour dans la littérature française. Love is in the air. Bonjour à tous. Love is in the air. Eh bien oui, c'est le printemps, les oiseaux chantent et les plus belles histoires d'amour sont en train de s'écrire. Alors, le bien-être, en ce moment, est-ce que ce ne serait pas ces frissons, ces papillons dans le ventre qu'on a tous eus et qu'on en a encore et dont le souvenir nous revient parfois? La littérature française, comme toutes les littératures d'ailleurs, en regorge. Qui ne se souvient du coup de foudre dans l'éducation sentimentale de Flaubert, de Frédéric pour Madame Arnaud, de Julien Sorel et Louise de Rênal dans Le Rouge et le Noir. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler amour, mais pas un de ces amours fades et mièvres. Non, de l'amour vrai, de l'amour passion. Alors, prenez une position confortable, mettez-vous à l'aise et causons. Souvenons-nous aussi. Quelles étaient les plus belles histoires d'amour romanesques qui ont marqué dans votre jeunesse, votre vie? Est-ce que c'était Anna Karénine de Tolstoï, Le Rouge et le Noir de Stendhal? Et si l'on remonte plus loin, La Princesse de Clèves, écrit par Madame de Lafayette? Et puis, plus près de nous, bien sûr, Belle du Seigneur d'Albert Cohen a une place de choix dans notre mémoire collective. Vous aurez remarqué une chose, c'est que dans tous ces livres cités, pas un amour ne ressemble à l'autre. Le sentiment amoureux chez Flaubert n'a rien à voir avec la passion chez Tolstoï. Ah, je viens de prononcer le mot interdit, le mot passion. Le mot passion vient du verbe latin patire, c'est-à-dire souffrir. Et là, on est d'accord, l'écrivaine qui a le mieux mis en scène la folie amoureuse, c'est Marguerite Duras, bien sûr. Donc parler des romans d'amour, c'est parler des passions amoureuses, mais aussi des amours passionnels. Nous allons voir de quoi est fait cet amour. Qu'est-ce qui fait la passion amoureuse? Qu'est-ce qui fait qu'elle agit comme une drogue? Et que se passe-t-il lorsque l'on s'y perd? Et ce qui m'a surtout interpellée, ce sont ces livres de femmes où la souffrance amoureuse est en fait la source à laquelle puise l'écriture. Et peut-être arriverai-je à vous faire découvrir encore quelques secrets sur l'amour, ou du moins les trésors cachés de ces mécanismes, lorsque vous allez vous replonger dans un de ces romans et sentir la magie du désir opérer. Pour commencer, j'ai envie de vous parler de La conversation amoureuse d'Alice Fernet, publiée chez Actes Sud en 2000. Voici le livre. Ce livre, donc assez récent, décrit extrêmement bien l'amour et ses ressorts mystérieux. Avec grande minutie, ce roman dépeint la naissance de l'amour, les prémices, cette atmosphère d'enivrement. Il se tenait à l'orée du plaisir, écrit Fernet. Et toute la fatalité de l'amour dans ses prémices se fait ressentir lorsqu'elle écrit qu'ils allaient s'y engouffrer. L'auteur rajoute ceci. Ils étaient ensemble la proie d'un destin amoureux. Et peut-être le plus étrange n'était-il pas ce destin lui-même, mais cette connaissance qu'ils en avaient. Fin de citation. Autrement dit, les amants, lorsque l'amour est vrai, ont souvent tout de suite l'intuition de cette passion. Ils savent la reconnaître, car la rencontre des âmes a eu lieu. Bien sûr, on pense à Marguerite Duras, mais on peut aussi évoquer les tragédies raciniennes et leur déroulement dramatique, inexorable. Et dans cette première rencontre, il n'y a pas besoin de parler. La chair est bavarde, écrit Alice Fernet. Au fait, chers amis, je vous disais tout à l'heure de vous détendre pour vous souvenir de vos propres histoires d'amour. En effet, voilà ce qu'écrit si bien Fernet. Puisque les chemins sont toujours les mêmes, ceux qui les ont pris au moins une fois reconnaissent d'emblée cette posture propre à ceux qui volent
vers une relation amoureuse. Il volait. Fin de citation. Ceci s'adresse à ceux parmi vous qui ont vécu déjà cette sensation, cet instant, lorsque le cœur bat la chamade, lorsque le corps tout entier se raidit, car on est soudain envoûté par cette présence enivrante de l'autre. Il y a donc les premiers pas dans l'amour, l'émotion sensuelle qui en découle. Est-ce qu'on se plaît dès les premiers instants? Pas nécessairement. Ainsi dans cet extrait, elle le regarda pour la première fois et elle eut cet étonnement. Il n'était pas beau, il n'était pas élégant. N'était-il pas très ordinaire? En tout cas, il n'était pas raffiné. Ainsi, cet aveu, chers amis, est très évocateur. On se souvient toujours de la première impression qu'a faite sur nous la personne dont on s'est un jour épris. Est-ce d'ailleurs toute la personne ou seulement un détail qui nous a plu? Quelque chose dans la façon de parler ou encore un trait d'humour. Il est vrai que l'on se souvient parfois aussi du petit défaut. Et pourtant, l'ensorcellement a eu lieu. Un ensorcellement banal, comme dit Fernet. Tout le monde sait jusqu'où pareilles choses peuvent aller, écrit-elle encore. Un ensorcellement a donc eu lieu ici. Est-ce le juste terme? Est-on vraiment victime de sorcellerie? Sans doute. Car soudain, notre esprit ne fonctionne plus. Seuls nos sens agissent. Nous sommes soudain pris dans une histoire qui nous dépasse. C'est la force du destin qui agit. Et dans cette conversation amoureuse d'Alice Fernet, les silences sont significatifs et omniprésents. Ce sont les silences du désir. Un désir que la maîtresse veut faire durer. C'était son plaisir en ce jour, retardé dans le pressentiment de l'issue. Fin de citation. On a en fait envie d'abord d'écouter son corps répondre à l'appel de la passion. Et peut-être que le silence de l'interdit est tout aussi délicieux. Alors, petit à petit, des changements vont se mettre en place chez celui ou celle qui aime. Car oui, la rencontre amoureuse transforme. Fernet écrit ainsi de Pauline. La femme en robe d'été, avec ses escarpins plats et son écharpe jaune, donnait toujours cette agréable impression de finesse, de jeunesse hardie et d'impertinente beauté. Mais il y avait désormais sur elle un homme de plus. À l'instant où elle venait de le quitter, on pouvait en apercevoir la trace lumineuse, une émanation de secret. Fin de citation. L'homme ou la femme qui aime a une aura au-dessus de sa tête. Et comme le note Fernet, pourquoi se hâter dans la liberté d'éblouir? L'horloge des femmes et celle des hommes dans l'amour n'ont pas les mêmes aiguilles. À cogiter. Pauline, donc l'héroïne, rentre alors dans une dynamique ravageuse de l'amour impossible. Elle est totalement obsédée, ment à son mari et prend des risques évidents par rapport à son couple, sur lequel bizarrement l'auteur n'insiste pas. Car pour Pauline, le choix est clair, irrésistible. Cet amant qui entre dans sa vie l'arrache à la grisaille, exacerbe toute sa sensualité féminine et lui permet de jouir d'une satisfaction clairement narcissique. Je cite, « Elle pourrait le voir, l'entendre, se sentir regardée, être désirée, être unique. » Ou encore, « Elle serait entourée de deux hommes qui l'aimaient. Il fallait s'en réjouir. » Donc dans la mystification de l'amour, l'auteur parle aussi de ses affinités inattendues, de ce passé qui rappelle peut-être une autre vie. L'extrait suivant nous le montre. C'est à ce moment que lui vient l'idée qu'ils avaient été amants dans une autre vie. Ils se connaissaient. Ils n'avaient pas cessé de se reconnaître. Tout était simple, immédiat, donné. Cette citation ne nous rappellerait-elle pas ce certain pressentiment que l'on a, l'impression d'une intimité profonde, qui serait le signe d'une rencontre antérieure, dans une autre vie? D'ailleurs, Fernet insiste sur cette connaissance intime, profonde, de l'au-delà, de toujours, alors que l'amant s'écrie « Je suis la personne qui vous le connaît le mieux au monde ». Le roman d'Alice Fernet a une issue inattendue.
Pauline, enceinte jusqu'aux dents, elle accouchera d'ailleurs peu après, verra cette passion amoureuse peu à peu s'éteindre et ne pas aller dans le sens qu'elle aurait voulu. Car Gilles, séducteur expérimenté, saura lui se méfier des ensorcellements de l'amour et préférera rester sagement auprès de sa femme et de sa fille. Il continuera à téléphoner à Pauline, à lui répéter les mêmes choses et à lui poser les mêmes questions, mais il n'aura déjà plus cette fougue. Le feu de la passion qui les avait unis de façon si absolue pendant un moment a finalement transformé leur vie de façon absolue, mais aussi les a séparés. D'ailleurs, Pauline continuera d'aimer, comme on doit aimer, dit-elle, dans le renoncement. Cette attitude est intensément, passionnément féminine et humaine. Finalement, dans ce livre d'Alice Ferney, ce qui importe n'est sans doute pas la fin, l'épilogue de cette histoire d'amour. C'est plutôt la conversation amoureuse entre Pauline et Gilles. Autrement dit, toutes ces étapes de l'amour où à un moment, c'est l'un qui poursuit l'autre, puis l'inverse. Vous connaissez tous cet adage « Fuis-moi, je te suis »,« Suis-moi, je te fuis ». Et ce qui importe aussi, ce sont tous ces face-à-face, où tout se dit, et en même temps, rien ne se dit. Car quand on est amoureux, on aime jouer à l'amour, jouer à tout se dire, sans jamais rien révéler. Jouer pour se faire désirer. Fougue. C'est le mot qui qualifie le mieux Annie Ernaux, qui a écrit Passion simple en 1991, où elle y raconte sa relation passionnée avec un certain diplomate. Voici le livre. Mais en fait, la passion ici dépasse la fougue. Elle se suffit à elle-même. Ce serait intéressant de nous arrêter un moment sur les livres d'Annie Ernaux, notamment Passion simple, et puis aussi Se perdre. Pour Annie Ernaux, si l'on n'a pas vécu de passion dans sa vie, on n'a pas vécu. Cet écrivain encense la passion qui est, selon elle, le meilleur moyen de se connaître. Et pour la psychanalyste Yann Boer, l'amour impossible, en fait, n'est pas pour tout le monde. Voici comment débute le petit livre d'Ernaux, Passion simple. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Fin de citation. Donc la passion, c'est d'abord l'attente. Le thème de l'attente est très important dans les histoires d'amour et entraîne une dynamique implacable. L'attente du coup de fil, l'attente du rendez-vous, l'attente de l'amour, l'attente de l'autre. On peut même avancer que dès qu'on tombe dans l'amour, on tombe dans l'attente. On est toujours en demande, toujours en attente. Les romans de Marguerite Duras, si vous vous en souvenez, sont envahis de ces vides, de ces blancs que marquent les moments d'attente. Et beaucoup de choses se passent dans ces moments où le temps est suspendu. Rappelons-nous la scène de la rencontre dans L'amant de Marguerite Duras. L'homme élégant est descendu de la limousine. Il fume une cigarette anglaise. Il regarde la jeune fille au feutre d'homme et aux chaussures d'or. Il vient vers elle lentement. C'est visible, il est intimidé. Il ne sourit pas d'abord. Tout d'abord, il lui offre une cigarette. Sa main tremble. Elle lui dit qu'elle ne fume pas, non merci. Elle ne dit rien d'autre. Elle ne dit pas « laissez-moi tranquille ». Alors il a moins peur. Alors il lui dit qu'il croit rêver. Elle ne répond pas. Ce n'est pas la peine qu'elle réponde. Que répondrait-elle? Elle attend. Alors il lui demande « Mais d'où venez-vous » On ressent ici le tempo tout particulier de l'écriture de Marguerite Duras. Mais il faut retenir ici que la petite attend, parce qu'elle ne sait que répondre. Cette attente, c'est une forme de réponse où s'engouffre le désir. Dans les livres de Marguerite Duras, l'attente est partout, le désir aussi. Ce sont les ingrédients de l'écriture durassienne du désir. Et chez Duras, il y a bien sûr un autre langage que les mots. L'attente chez Duras
fait survivre le désir, désir d'impossible. Chez Annie Ernaux, l'attente également signifie qu'il va venir. Mais voyez ceci. Je ne savais plus qui j'attendais. J'étais seulement happée par cet instant dont l'approche m'a toujours saisie d'une terreur sans nom, où j'attendrais la voiture freinée, la porte claquée, ses pas sur le seuil de béton. Ce qu'il y a à retenir dans ce passage, c'est que l'attente pour celle qui aime est une fin en soi. Elle se suffit à elle-même. L'état d'attente, en augmentant l'émotion, est une condition indispensable du ressenti de la passion. Mais il y a dans cet extrait chez Ernaux un autre type d'attente, celle anxieuse, anxiogène, de la rencontre, des retrouvailles. On peut dire bien des choses sur l'attente dans l'amour. Pour Ernaux, l'attente fait partie inhérente des mécanismes, des rouages de la passion, lorsqu'elle écrit que dès que l'anesthésie des retrouvailles se dissipe, revient l'attente, à chaque fois plus pénible, à chaque fois plus angoissante. D'ailleurs, la gestion du temps, du comment user le temps entre deux rencontres, comme elle écrit, est selon elle la véritable problématique. L'attente devient pour l'amante une véritable obsession, au point qu'elle reste à côté du téléphone, les portables évidemment n'existaient pas, et s'empêche de sortir. Et même, elle s'empêche d'employer l'aspirateur, où sont ses cheveux, de peur de ne pas entendre la sonnerie et l'attendre. Certains se reconnaîtront. Ajoutons que l'attente dans la relation passionnelle est également un état de bonheur qui prolonge le plaisir ou qui laisse l'amoureuse jouir de son état. Elle écrit encore « J'aurais voulu n'avoir rien d'autre à faire que l'attendre ». Ernaux décrit minutieusement et si justement la passion, qu'elle voit comme une drogue, une obsession liée à l'attente. D'aucuns se reconnaîtront ici. Dans l'état d'attente, on s'apprête, on ne fait plus rien que ce qui a à voir avec cette passion, pour ne pas gâcher l'attente de A, comme elle écrit à Ernaux. Ensuite, il vient, et le plus difficile est de fixer ces moments précieux, où, comme écrit encore Ernaux, j'étais sûre qu'il n'y avait jamais rien eu de plus important dans ma vie, ni avoir des enfants, ni réussir des concours, ni voyager loin, que cela, être au lit avec cet homme au milieu de l'après-midi. Fin de citation. Oui, chers amis, la passion rend aveugle, au point de confondre ses priorités. On devient obsédé. Plus rien n'importe, il n'y a que l'amour qui compte. Mais lorsque les aiguilles de la pendule immanquablement avancent et que le temps de la rencontre passe, il est temps de se séparer. Mais lorsque les aiguilles de la pendule immanquablement avancent et que le temps de la rencontre passe, il est temps de se séparer. L'amoureuse veut alors garder tous les signes de la présence de son visiteur, le désordre des objets, dont la force et la douleur ne seront jamais atteintes pour moi par aucun autre dans un musée, écrit-elle. On retient dans cette phrase le mot force et le mot douleur. L'intensité de la passion est si forte qu'elle ravage tout. Et elle enveloppe l'amoureuse dans une torpeur, anesthésie, dira Ernaux, que ne viendra interrompre que l'attente de la prochaine rencontre. Ernaux voit en elle très clairement le mécanisme lié à la passion chez elle, et elle se pose la question, faut-il continuer de vivre ainsi, dans l'attente et le déchirement, l'anesthésie et le désir alternativement? Fin de citation. Et Ernaux écrira encore par rapport au temps, dans l'épilogue, cette phrase que je pense qui est magique. J'ai mesuré le temps autrement, de tout mon corps. Finalement, Annie Ernaux, dans ces deux livres, fait de la passion son idéal central. Ernaux en fait aussi une obsession. Que nous inspire ce type d'amour obsessionnel? Est-ce une expérience unique, absolue, qui nous fait vibrer et mérite d'être vécue? Envions-nous la personne qui nous raconte qu'elle vit ce genre de passion, qui motive tous ses faits et gestes? Je vous laisse le loisir d'y penser et peut-être d'en rêver.
Chères amies féminines, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quel est cet homme dont on tombe amoureuse? Dans le roman autobiographique de Camille Laurence, l'homme, l'amant, a plusieurs visages. Ce texte s'intitule « Dans ces bras-là », publié en 2000 chez POL. Le voici. Est-ce que Camille cherche à nous dire qu'on peut aimer toutes sortes d'hommes en même temps, peut-être? Sans doute, car les chapitres ont très souvent pour titre une figure masculine. Le père, le mari, le professeur, l'amant. Donc, en rapport à ma question initiale, quel est cet homme dont on tombe amoureuse? J'ai aimé cette déclaration un peu osée dans le livre. Lorsqu'elle rencontre un homme qui lui plaît, elle ne se demande jamais, elle ne lui demande jamais s'il est seul. Par définition, tous les hommes sont seuls. Fin de citation. Je ne sais pas vous, chers amis, mais moi en tout cas, cette phrase m'interpelle. Et voici comment poursuit Camille Laurence. Ils ont une mère, une femme, plusieurs parfois, des enfants, des amis, des relations, des projets d'avenir. Et un peu plus loin, Laurence approfondira cette réflexion en écrivant « Souvent, chez les hommes, ce sont précisément ces liens qu'elle aime. C'est ce qui l'intéresse. À quoi tient un homme ?» Autrement dit, pour Camille Laurence, l'homme à aimer est un être complexe, non pas exclusif mais inclusif, riche de relations et d'attachements, riche de sentiments. On retiendra cette belle métaphore de l'homme, carrefour de relations. Aux barques fermement arrimées entre elles et à la berge, elle préfère le canot, qui danse un peu plus loin sur les vagues, au bout de l'embarcadère. On sait bien qu'il a des amarres, qu'il est à l'ancre, mais ça ne se voit pas, puisqu'il danse. Et Laurence ajoute « C'est ce qu'elle aime chez les hommes, ce flottement que rien n'empêche, ces liens qui laissent un espace, une liberté de mouvement. Par définition, tous les hommes sont pris, mais chez quelques-uns, il y a du jeu. » Fin de citation. Alors Camille Laurence, la narratrice, va donc les énumérer. Il y a le mari, car ne l'oublions pas, et puis l'amant, l'écrivain, l'inconnu, etc. Tous ces hommes, tous ces bras-là, dans lesquels elle est allée. Alors l'amour interdit, dont parle le plus souvent la romancière, cet amour libre, ouvert en quelque sorte, suscite évidemment beaucoup de questions. Je cite « Est-ce qu'il va appeler? À quelle heure? Est-ce qu'on pourra se voir? Quand? Combien de temps? Où? Dans quel hôtel? Est-ce qu'il aime sa femme? Est-ce qu'il lui fait l'amour ?» Autrement dit, la narratrice aspire bien sûr à accepter l'amant tel qu'il est, dans toute sa liberté, dans toute sa complexité, mais malgré cette ouverture d'esprit, elle ne peut s'empêcher de se poser 1000 questions. Parce que finalement, au fond, est-ce qu'on n'aspire pas toutes et tous à l'amour exclusif? D'ailleurs, pour Camille Laurence, la rupture fait tout aussi mal dans cette envie d'amour libre. Après la rupture avec l'amant, elle pleure pendant 2 ans. Il ne s'agit pas d'une image pour suggérer son chagrin. Elle pleure vraiment, tous les jours. Son mari a envie de la tuer. Fin de citation. La femme a finalement toujours envie d'un amour parfait, exclusif, absolu. Peut-être l'homme aussi. Et on retiendra cette quête d'absolu à laquelle aspire Annie Ernaux, qui écrira dans « Se perdre »« Je veux la perfection de l'amour, comme j'ai cru atteindre en écrivant une femme, la perfection de l'écriture. » Restons encore dans cette idée de l'amour passionné exclusif. L'amour, la passion sont égoïstes. Et on peut envisager que les amants de fait sont surtout finalement amoureux de l'amour. Cela, ce n'est ni Duras ni Ernaux qui nous l'enseignent. On peut remonter jusqu'au Moyen-Âge,
où se trouve une excellente illustration de tout cela. Dans l'histoire légendaire, mais vraie, entre Héloïse et Abélard, histoire d'amour interdite, charnelle, entre un professeur de théologie et une nonne, Héloïse, sa pupille. Vous allez penser que je vais chercher loin dans le temps mes histoires d'amour, mais il est important de savoir que cette histoire-là a inspiré par la suite toute la tradition littéraire de l'amour, du roman courtois au romantisme, etc. Il faut savoir que déjà, dans cette histoire qui finit d'ailleurs très mal, car lorsque les amants seront démasqués, Abélard sera émasculé, l'enfant sera abandonné, les amants seront séparés à jamais. Donc déjà dans cette histoire, on voit à quel point les amants seront entraînés en fait dans un dialogue de sourds, c'est-à-dire à quel point ils seront préoccupés par leur propre quête d'amour, plutôt que de se préoccuper de l'autre. Abélard fuira Héloïse tout en la transformant en sainte malgré elle, et Héloïse sera amoureuse de l'amour même, plus que de l'amant. Elle le transformera d'ailleurs en une sorte de héros spirituel. Cette légende montre déjà par ailleurs que l'amour impossible n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut le mériter, car sur la route d'une nouvelle profondeur et d'un nouveau sens, Héloïse s'est dépassée grâce à l'amour. La passion amoureuse était pour elle, telle une expérience mystique, une expérience qui s'auto-justifie, quelque chose qui lui a permis de s'élever au-dessus de toutes les femmes en prouvant son intelligence et sa fougue. Et les souvenirs de la passion perdue seront son paradis perdu, comme elle dit. Il s'agira alors pour elle de s'adonner spirituellement à sa passion afin de recréer le paradis. Héloïse et Abélard, en fait, c'est le mythe des amants maudits. Héloïse est bien la femme qui inventa l'amour dans notre littérature. Ce détour par l'histoire ancienne de ces amants maudits nous montre que si la passion peut paraître comme quelque chose de condamnable, un péché, un piège dangereux, en fait, elle peut être vue aussi comme quelque chose qui élève la personne, qui grandit l'âme. Et cette passion n'en est que plus forte, que plus riche, lorsque les tabous sont transgressés. Revenons à la littérature contemporaine. Bien sûr, il y a différentes sortes d'amour-passion. Impossible de comparer l'amour chez Camille Laurens à celui chez Marguerite Duras. On a presque l'impression que dans les livres L'amant et aussi L'amant de la Chine du Nord, l'amour est un prétexte à quelque chose de plus grand. Voici L'amant de Marguerite Duras. Marguerite Duras a eu un amant du nom de Yann Andrea. Celui-ci a écrit sur leur amour. Cela s'intitule « Cet amour-là » qu'il a publié en 1999. Il y a de très belles pages dans ce petit livre sur l'amour-passion et je voulais partager avec vous ces confidences où se voit l'exclusivité de l'amour et cette recherche d'absolu. Voici un extrait. Elle me tient enfermée dans la chambre noire. Elle, c'est Marguerite Duras. Elle me tient enfermée dans la chambre noire, ne supporte pas que quelqu'un d'autre puisse me regarder. Elle veut être la préférée, la seule, à tous, à tout le monde. Et moi, de la même façon, je suis le préféré. Et Yann Andrea rajoute ceci. On se plaît infiniment, on se plaît absolument. On se plaît pour toujours, de toujours à toujours, et pour toujours. Fin de citation. Je ne sais pas vous, mais moi, ces phrases me touchent. Ces phrases m'émeuvent. On peut dire qu'il y a dans ce livre de Yann Andrea comme une mystification de l'amour. Voici encore dans ce passage. Je suis le préféré, absolu, sans mots, sans livre, sans histoire, une sorte d'amour avant la connaissance du mot, avant la naissance, et de moi, et du mot. Fin de citation. On peut parler ici de mythification de l'être aimé. J'ai encore envie de citer la psychanalyste Yann Bauer dans son essai sur l'amour impossible, où elle fait la différence entre les amours possibles et les amours impossibles, c'est-à-dire, comme elle dit, impossible à vivre, impossible à abandonner et impossible à comprendre. Et ce genre d'amour impossible
affaire d'extrême et jamais de juste milieu, exalte et humilie, promet et déçoit, sans jamais procurer la paix de l'esprit, écrit-elle. On sent ici à quel point la force du tabou augmente la force du désir. Ce serait intéressant de se poser la question dans quel type d'amour se retrouvent ces amants dont nous avons parlé, et si leur amour ne dépasse pas justement cette opposition ou cette dichotomie amour possible, amour impossible, car dans tout amour impossible, malgré les risques, malgré les embûches, il y a de l'élévation à travers cette recherche d'absolu, à travers cette accession à de nouvelles profondeurs de l'être, qui donne un nouveau sens à la vie, un état de conscience plus profond, plus intense. Cela nous est révélé dans toutes les littératures par le mythe des amants maudits qui a nourri le thème de l'amour romantique. Car il n'y a pas qu'Héloïse et Abélard, pensons aussi à Roméo et Juliette et Tristan et Iseult au XIIe siècle. En parlant d'élévation, pour Héloïse, son amour est en fait la promesse de Dieu vers de grandes destinées. Elle va donc idéaliser son amour et sera amoureuse d'une image idéalisée de son amant, à laquelle elle se raccrochera. On voit ici à quel point l'amour-passion se rapproche de l'expérience mystique. C'est le miracle de la passion. On est pris dans des événements supérieurs et on découvre une force surhumaine qui permet de se dépasser et d'entrer ainsi au paradis de l'amour. On a comme un sentiment d'immortalité. Et donc, le miracle de la passion surtout, celle interdite, opère. Bien sûr, beaucoup de romans mettent en scène ces rapports d'idéalisation quasi mystiques, mais j'ai envie de revenir une dernière fois au livre de Yann Andrea, Cet amour-là. Voici ce qu'il écrit en rapport à Duras. « Je suis là avec vous, que pour vous, et vous pour moi, plus que tout au monde. Toutes les histoires d'amour, tout l'amour du monde entier qui passerait par cet amour-là. Lequel? Quel amour? On ne sait pas. Il ne faut pas savoir. On ne doit pas nommer ça. » Fin de citation. On voit ici à quel point amour et écriture sont intimement liés. Chez ces écrivains, à l'origine de l'amour, il y a l'écriture. L'écriture, les mots, créent l'amour. Cet amour parfait a l'air d'inspirer une écriture tout aussi parfaite, ce qui nous rappelle la réflexion d'Ernaud. Dans cet amour-là, Yann Andrea dit encore à Duras de leur amour, « Je sais que c'est vrai depuis avant le premier jour, que tout est vrai, et vous et moi. On ne sait pas comment dire ça, vous avez su le dire, vous, puisque vous avez écrit chaque jour. Cherchez le mot, pas le mot seulement, autre chose avant et après le mot, dans le creux silencieux du mot à mot. » Fin de citation. Et qu'en est-il de la fidélité, chers amis, ce fameux sujet tellement débattu et qui figure si souvent à la une de nos magazines? Mythe ou tabou? Nous avons précédemment effleuré le sujet lorsque la narratrice chez Camille Laurence avouait sa préférence pour les hommes dont les amarres sont lâches, dansantes. Voici ce qu'elle écrira plus loin dans le roman. « Je crois que c'est une idée juste comparer l'amour des hommes à celui des enfants. La fidélité qu'on exige d'un amant, d'un mari, la monogamie de la chair sous prétexte qu'il a été en nous, dans notre ventre, est-ce qu'on la demande aux fils et aux filles? Est-ce qu'on demande à un enfant de rester fidèle à sa mère parce qu'il a habité dans son ventre? Est-ce qu'on exige de lui éternellement cette reconnaissance-là, stupide et vaine, la reconnaissance du ventre? » Fin de citation. Alors là, voilà le tabou de la fidélité clairement secoué. À vous de voir, mes chers amis, si cette vision vous parle ou non. Et je reviendrai à Lise Fernet, dont j'ai parlé en début d'émission. Je vais même lui laisser le mot de la fin. Elle écrit dans son roman. Pauline ne parvenait pas à se dire que l'on doit ou que l'on peut passer à côté d'une passion. Une passion était comme la vie. Il fallait qu'elle fût vécue. Chers amis, face à une telle évidence, est-il encore la peine de se poser la question de la fidélité? Pour beaucoup de nos auteurs, la réponse est claire. Voilà, alors j'espère que cette émission, notre voyage au pays de l'amour, vous a inspiré et vous a fait rêver ou rêvasser. J'avais envie de vous emmener sur des terres moins connues et j'espère que j'ai réussi. J'espère surtout
que je vous ai fait connaître un bien-être certain, un tout petit bout de bonheur. Au revoir.